Bonjour, pour cette nouvelle lecture anthropocène, je poursuis ma série de lectures de textes que j'estime fondateurs. Et cette semaine, je vais vous lire quelques extraits de Penser avec Donna Haraway, un ouvrage publié sous la direction d'Elsa Dorlin et Eva Rodriguez aux Presses universitaires de France, paru en 2012. Je vais donc vous lire des extraits du texte de Vinciane Després intitulé « En finir avec l'innocence », dialogue avec Isabelle Stengers et Donna Haraway. Donna Haraway. La non-innocence en sciences m'intéresse, et elle m'intéresse aussi à un niveau personnel, parce qu'elle a pu répondre chez moi à un besoin psychologique d'être une bonne fille. J'ai toujours envié celles qui, comme Isabelle, c'est la fiction que je construis à son sujet, n'ont pas eu besoin d'être cette fille obéissante, pour quelque raison que ce soit, et qui pouvait se rebeller comme fille. Vinciane Després. Il y a quelque chose de vrai. Je me souviens de ce que toi, Isabelle, tu m'as raconté quand tu étais petite. S'il y avait une injustice, tu pouvais prendre le risque de foncer sans savoir si tu allais être suivie, quitte à te mettre tout le monde à dos. Isabelle Stengers. Ce que je t'ai raconté, c'est plutôt que quand je n'ai pas osé, j'ai eu honte. Et j'ai gardé avec soin la mémoire de cela. Cela m'a un peu servi de boussole. J'ai eu honte quand j'ai laissé faire ou dire. Et j'ai appris au travers de cette honte, et c'est loin d'être fini. Donna Haraway. Tu as été dotée de la honte. Et moi, j'ai été dotée de la culpabilité, ce qui est tout différent. Et j'ai appris la honte bien plus tard, et c'était après que j'ai abandonné la culpabilité. J'ai commencé à comprendre le caractère extraordinairement autocentré de la culpabilité, l'inexcusable narcissisme du Peter Pan de la culpabilité. La culpabilité, c'est un peu comme la jouissance de la curiosité. Vous êtes toujours en train de vous préoccuper de l'état de votre propre âme, d'une certaine manière, et vous ne cherchez pas à voir avec les autres ce qu'on est en train de faire tous ensemble. Et j'ai commencé à comprendre également l'acceptation, profondément ancrée dans les traditions bouddhistes, du non-savoir, du non-pouvoir, du non avec toutes ses valences, parfois la valence du rebelle, parfois la valence du vide, de la colère. Il y a plusieurs valences au non, mais le non-savoir, le non-pouvoir, j'ai dû, pour quelques raisons, pousser jusqu'à l'extrême limite cette tentative de vouloir tenir tout ensemble pour accepter de laisser aller. Et je pense que cette nécessité de vouloir tout tenir ensemble a à voir avec la culpabilité, psychologiquement et sociologiquement. Le thème de la culpabilité revient souvent chez Haraway. Elle pourrait apparaître comme l'autre de l'innocence. Mais c'est cette alternative que Haraway refuse justement, par le choix en quelque sorte incontournable que cette alternative assigne, le choix entre victime et coupable. Cette assignation revient à exiger de la part de la victime une innocence totale. Elle lui enjoint d'être une victime impeccable. Une exigence exorbitante puisqu'elle requiert une mise en ordre de ce qui, justement, ne peut pas être mis en ordre, de ce qui ne demande ni aveu, ni culpabilité, ni innocence, ni rédemption, mais curiosité dans le plaisir et l'inconfort, et responsabilité. Une attention aux conséquences, non aux causes. Une réponse, pas une explication, quelle qu'elle soit. Ce lien entre l'innocence irresponsable, la tentation d'harmoniser le désordre et la confusion entre réponse et explication se tisse lorsque Haraway écrit de la culpabilité qu'elle relève finalement de cette arrogance cosmique de la culture américaine, dans ce cas-ci la nôtre, qui nous mène à croire que toutes les fautes ont leur cause et qu'il nous est possible de les identifier. Les dieux, conclut-elle, doivent bien se moquer de nous. L'innocence n'est plus autorisée, sauf à se déclarer irresponsable. Écrire des histoires est encore à cet égard une technologie, notamment parce que Haraway s'astreint d'une part à une répétition qui crée et fait sentir les écarts, de l'autre à l'inachèvement voulu, assumé, autorisant la reprise et l'espace des contradictions. Comme le soulignait Isabelle Stengers, répondre, c'est-à-dire apprendre, reprendre, oser de nouvelles versions et ouvrir à l'appétit pour cette reprise. Nous avons besoin de tenir à des positions qui sont conflictuelles et de les tenir en même temps, sans les dépasser, car elles sont toutes vraies. Staying with the trouble. Voilà pourquoi ces histoires trébuchent comme des tropes, dont le sens peut s'inverser, non pas avec cette jouissance du relativisme, bien au contraire.
Rien ne va de soi dès lors que ceux dont il s'agit de rendre compte et à qui il s'agit de rendre des comptes ne vous laisseront imaginer une paix qui les réconcilie, à moins de les insulter ou de considérer que cela ne compte pas vraiment. Et on est plus loin encore du relativisme lorsque Haraway, abordant le conflit entre deux de ses amis, Mark Bekoff le végétarien et Gary Lees le chasseur, tous deux profondément soucieux de répondre aux animaux et toutefois irréconciliables, reconnaît en elle-même le sentiment de souffrance que des choses simultanément vraies et impossibles à harmoniser peuvent créer. Je dis reconnaître. Ce n'est pas le terme qu'elle a choisi, et elle le récuserait certainement s'il désignait le fait de concéder ou d'avouer cette souffrance. Mais si j'utilise ce mot, c'est parce qu'il me permet de rendre compte d'une expérience, la mienne, et de la raison pour laquelle la question de l'innocence m'importe et me touche. Car c'est bien une expérience de reconnaissance que je pourrais décrire, dans le sens où « tiens, c'était donc cela ». C'était donc lui, ce sentiment plus proche des tropismes de Nathalie Sarraute que d'un affect réellement désigné comme souffrance. Cette expérience que j'évoque, nous pourrions, je crois, être nombreuses à en témoigner. Face à des choses simultanément vraies et impossibles à harmoniser, le plus souvent, la souffrance n'a en quelque sorte pas le loisir de faire souffrance, n'est pas reconnue comme telle, parce que la plupart du temps, nous cherchons, et je dis nous dans la confiance de partager cette expérience, à trouver un arrangement qui dissipe cet inconfort naissant. Une solution innocente, une solution qui nous innocente et qui rend la situation innocente. La paix pour soi, dans une paix unifiante, vite conclue. Une solution qui fait taire ce qui, d'inconfort, aurait pu devenir souffrance. Entre le chasseur et le végétarien, même hésitant, un calcul des peines, des valeurs et des utilités devrait toujours être possible, qui résoudrait le dilemme. Ou encore, la chasse doit être théologiquement bonne ou mauvaise, les positions à propos du droit des animaux forcément correctes ou incorrectes. Vouloir trouver dans chaque histoire une fin qui dépasse les conflits impose de ne pas prendre en compte, ou pas au sérieux, quantité d'êtres, de choses, d'intérêts, de passions, de motifs qui compromettraient l'innocence de la situation. Nous avons des raisons, elles ne seront jamais suffisantes, aucune dès lors ne peut nous innocenter. Apprendre à reconnaître, à assumer et à penser cet inconfort, cette souffrance ou ce trouble, sans la solution qui sauve, m'importe. Comme m'importe le fait de croire que cet inconfort des contradictions, des petites trahisons, peut conduire à faire plus attention, à avoir le courage d'hésiter et à discriminer les conséquences. Ne pas le faire a des conséquences sur ce que nous faisons, et sur ceux à propos de qui nous le faisons. L'innocence impose de s'arrêter de penser.